Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on ouvre grand les garde-robes, celles des écoliers, collégiens, lycéens, mais aussi celles des enseignants. Très riche exposition à Rouen sur le thème s'habiller à l'école. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Nicolas Coutan. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne. Dans les programmes actu anniversaires aujourd'hui, celui de la mort de celui que Boris Vian surnommé Jean-Seul Partre. Vous aurez reconnu Jean-Paul Sartre, pilier des programmes, notamment en français et en philo. L'heure de la récré, toujours avec Emma, une récré en chanson. Évidemment, nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Emma ne pouvait pas manquer le rendez-vous. Et en fin d'émission, nous retrouverons Marie-Olivier et son cours particulier. Direction Madrid, où l'école italienne Reggio fait des émules. On va notamment parler de l'interaction architecture et pédagogie. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. C'est un des sujets à la fois les plus politiques et les plus quotidiens de l'actualité de l'éducation. Il fait l'objet d'une très riche exposition au MUNEI, le Musée national de l'éducation. C'est à Rouen. Son titre, s'habiller à l'école. Elle vient d'ouvrir et ça va durer 10 mois. Donc vous avez vraiment tout le temps d'y aller. On en parle avec l'historien de l'art Nicolas Coutan, qui est aussi directeur adjoint de ce musée. Nicolas Coutan, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Bravo pour cette belle exposition. C'est une grande préoccupation des adultes, le s'habiller à l'école, et des parents comme des enseignants. C'est le sujet. Oui, c'est une préoccupation des adultes, des parents, des enseignants, mais aussi des élèves. En fait, le vêtement, c'est un sujet qui est à la fois social, mais aussi très intime, puisqu'on le porte. C'est quelque chose qui est en contact avec notre corps. Donc, je pense qu'il ne faut oublier personne dans ce panorama. Les parents, les enseignants et les premiers concernés, ceux qui portent les vêtements. L'idée de cette expo, elle est née en 2017, dans un contexte où le sujet, une fois de plus, était extrêmement politisé. Oui, alors à la naissance du projet, il n'y a pas forcément un débat politique, en tout cas pas de notre point de vue au Musée national de l'éducation. Il y a la volonté de valoriser une collection textile. Le Musée national de l'éducation, c'est 950 000 objets et documents qui relatent l'histoire de l'éducation du XVIe siècle à nos jours. Donc un ensemble très vaste dans lequel on trouve une collection qu'on pensait nécessaire à ce moment-là de valoriser. Et puis aussi, je pense que c'est le fruit d'une réflexion plus générale sur le corps, sur les apparences, qui croise aussi le monde des musées actuellement et qui nous a fait nous emparer, qui nous a incité à nous emparer de ce sujet. D'accord, mais ce n'est pas que uniquement on replonge dans notre fond et on replonge dans nos archives, c'est qu'il en était question dans l'actualité, oui. Et notamment autour d'un débat récurrent et qui est traité de facto dans l'exposition, qui est la question de l'uniforme. Oui, alors l'uniforme est traité dans l'exposition, c'est une des séquences de l'exposition, c'est pas la plus importante parce qu'on ne voulait pas réduire la question du vêtement à l'école à l'uniforme. Il faut savoir que cet uniforme, dans l'enseignement public, il n'a été porté que par une petite minorité d'élèves, c'est-à-dire les internes garçons dans les lycées de leur création. Donc sous Napoléon. Voilà, c'est ça, jusqu'aux années 1920-1930. Mais si on s'arrête une seconde sur cette phrase-là, parce qu'elle comporte beaucoup elle tord le cou à beaucoup d'idées reçues. Donc d'abord, c'est une idée, alors républicaine, si on veut, mais enfin plus impériale quand même. Sa naissance, en tout cas, oui. À sa naissance, oui. C'est très lié à l'armée aussi. Oui, c'est l'uniforme de l'armée, c'est oui. Pas l'uniforme, c'est pas la blouse, on va en reparler après de la blouse. Alors, c'est pas l'uniforme de l'armée, mais c'est un uniforme qui, selon le régime politique du 19e siècle, effectivement, peut se rapprocher plus ou moins d'une forme militaire, plus ou moins. Plus ou moins. À une époque aussi où d'ailleurs les lycées eux-mêmes sont faits sur le modèle de la caserne. Oui. Il y a un lien aussi avec l'architecture. En revanche, à l'école primaire, on a souvent l'idée, notamment quand on parle de l'école de Jules Ferry, qu'il y avait un uniforme. Non, il y avait éventuellement une blouse. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une confusion fondamentale entre l'uniforme et la blouse. La blouse, c'est un vêtement de protection qu'on porte sur ces vêtements de ville. C'est le cas de l'immense majorité des élèves du primaire à la fin du 19e siècle et pendant une bonne partie du 20e siècle. C'est aussi le cas de lycéens, de collégiens dans les années 60, 70. Je pense qu'on a tous autour de nous des témoignages de ce type-là. Mais la blouse, elle a une fonction avant tout protectrice. Alors, elle investit... On a aussi, vous montrez des photos, je crois, de ça. Enfin, on a aussi des enfants à qui, en maternelle, on fait mettre des sacs poubelles avec des trous pour passer les bras, pour protéger les vêtements. Enfin, c'est rien d'autre que ça. C'est une fonction protectrice. Ouais. Alors, c'est une fonction protectrice, mais quand même aussi, la blouse, elle investit l'enfant comme... avec la blouse, l'enfant devient écolier. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est un vêtement de travail qui peut être porté en dehors de l'école, c'est aussi, elle fait l'écolier dans une certaine mesure. Mais en tout cas, elle a un rôle très différent, notamment d'un point de vue symbolique, de celui de l'uniforme. Et ce port de la blouse, il va aussi, et ça, il y a plein d'artefacts et de traces au musée de l'éducation de tout cela, de tout le combat, tout le discours hygiéniste, qui est le discours de la fin du 19e aussi, où on va faire des enfants des ambassadeurs de la propreté et de l'hygiène pour les familles. Oui, ça se voit très bien dans la réglementation scolaire, fin 19e, première moitié 20e,
la principale injonction qui pèse alors sur les élèves et leurs familles en termes de vêtements, c'est l'hygiène. Un peu la décence, mais beaucoup l'hygiène. Et c'est l'histoire, vous savez, encore au début de la seconde moitié du XXe siècle, du changement de blouse blanche une semaine, bleue la semaine suivante, pour s'assurer que le vêtement est bien propre. Et c'est ça que ça a été lavé. Il y a un enjeu aussi économique autour de cette question d'uniforme, et vous vous rendez compte de plaintes de parents, de familles, dans ces lycées, ces internats, qui disent mais ça coûte une fortune, ça empêche les pauvres, on n'allait pas au lycée à l'époque, en tout cas les moins riches, de faire des études. Oui. Alors il faut avoir en tête que dans ces lycées de garçons, notamment au XIXe siècle, si on prend par exemple les années 1830-1840, dans les collèges royaux, c'est l'exemple de Flaubert, lorsqu'il est élève, 2% de la population en âge d'être scolarisée, le garçon l'est. Donc c'est une infime minorité, issue de classes sociales évidemment favorisées, voilà, pour lesquelles... Qui payent pour étudier. Oui, le lycée est alors payant. Alors c'est public, mais c'est payant. C'est ça. Et donc, dans ces situations-là, l'achat de l'uniforme pose probablement moins question d'un point de vue économique que dans d'autres situations. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique son abandon progressif dans les années 20, 30, enfin dans l'entre-deux-guerres. Être écolier, les jeux de style, la place du vêtement entre l'école et la sphère domestique. L'école s'en mêle, la réglementation, la place du vêtement dans la définition des rôles. Et puis enfin, regard sur l'école, le vêtement des enseignants et se voir élève. Ce sont les trois parties de l'exposition S'habiller à l'école. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Coutan, directeur adjoint du Musée national de l'éducation. C'est à Rouen. On le retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bien, 21 juin, et c'est un 21 juin en 1905 que naît l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre à Paris, un incontournable des programmes de français et de philo. Oui, c'est d'ailleurs un des auteurs que les profs aiment bien aborder très tôt dans l'année de terminale en philo, parce qu'il a beaucoup écrit sur la liberté, on y reviendra, et c'est un thème transversal à tous les grands axes que l'on étudie en philo, que ce soit la justice, l'art ou la vérité. Alors, quelques éléments de biographie pour commencer. Jean-Paul Sartre naît donc en 1905. Il est élevé dans la famille de sa mère, qui est une grande famille bourgeoise. Son père meurt alors qu'il a seulement 15 mois. C'est un élève brillantissime qui étudie au lycée Henri IV, dans la classe qu'on appelle la classe d'élite, c'est-à-dire avec du latin et du grec. Et à côté de ça, il est quand même connu pour être très chahuteur. Il aime bien amuser la galerie, se faire remarquer, ce qu'il cultive même lorsqu'il est admis à l'école normale supérieure, l'ENS, où il est connu pour être l'élève provocateur. Brillant chahuteur, provocateur aussi, lecteur passionné, grand travailleur, mais qui pourtant échoue à l'agrégation de philosophie, le concours le plus difficile pour devenir professeur, en 1928. Et oui, à la surprise générale, Sartre n'est pas reçu, mais il retente l'année suivante, peut-être pour le mieux, parce que c'est lors de cette seconde année de préparation qu'il rencontre une jeune femme, une certaine Simone de Beauvoir, avec qui il se lie pour le reste de sa vie. Il obtient finalement l'agrégation, et de Beauvoir, elle, deuxième. Ouais. Exactement. Sartre, qui devient professeur de philosophie, il enseigne dans différents établissements à travers la France, mais la notoriété à laquelle il rêve quand il est jeune, elle tarde un peu à venir. Eh oui, il adore son métier d'enseignant, il s'entend très bien avec ses élèves, mais ses écrits ne rencontrent pas le succès escompté. Ce n'est qu'en 1938 qu'il finit par publier La Nausée, un roman philosophique qui lui ouvre les portes de la notoriété, mais très brièvement tout de même, puisque éclate la Seconde Guerre mondiale. Sartre est mobilisé, mais la fonction qu'il occupe lui permet quand même d'écrire. Il écrit énormément. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il acquiert une conscience politique, alors que ça ne l'intéressait pas plus que ça avant. En 1943, il publie L'être et le néant, où il développe sa thèse de l'existentialisme. Puis, en 1946, le fameux L'existentialisme est un humanisme, avec la thèse selon laquelle l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que nous ne sommes pas définis avant nos actions et que ce sont justement les actions que nous faisons qui nous définissent. Et voilà, et c'est en cela que c'est un des philosophes que les élèves étudient autour de ce vaste thème qu'est la liberté. Oui, l'existentialisme, c'est de dire que la liberté est fondamentale et que chacun d'entre nous porte la responsabilité de ses choix. Nous sommes condamnés à être libres, écrit Sartre. Il y a d'ailleurs ce texte qu'il écrit peu après la Libération. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande, puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence. Chaque parole devenait précise comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. C'est-à-dire, c'est précisément parce que le choix est pesant que la liberté se révèle avec autant d'évidence. On ne va pas pouvoir tout dire de la vie de Sartre, oui. Mais on marque quelques
point important, et notamment la création de la revue Les Temps modernes, un journal philosophique, littéraire et politique. Oui, dans lequel il prend position, notamment contre les guerres d'Indochine, d'Algérie ou de la guerre froide. Politiquement, il se rapproche des idées communistes avant de s'en détacher quelques temps après. La liberté, c'est vraiment ce qu'il caractérise jusqu'à la fin de sa vie. En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature parce qu'il considère qu'aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant. Il fait de même pour la Légion d'honneur. Je vous ai cité d'ailleurs ses écrits philosophiques, ses romans, mais il a aussi écrit des pièces de théâtre comme Les Mouches, Les Mains sales ou encore Huis clos, dans laquelle il écrit L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. On comprend mal souvent. Voilà, il y a toujours un contresens parce que ça signifie que les autres, ce sont, au contraire, ce qui est le plus important pour notre propre conscience, c'est notre connaissance de nous-mêmes. Ce sont les autres qui nous révèlent et on ne peut jamais s'extraire du jugement d'autrui. Voilà, donc Jean-Paul Sartre qui meurt en 1980 à Paris, il est inhumé au cimetière du Montparnasse avec Simone de Beauvoir. Et un enterrement assez dingue, inimaginable, avec des dizaines de milliers de personnes qui suivent le cercueil. Et je signale qu'on retrouve Sartre, alors plutôt autour de Beauvoir, mais dans l'excellent, je ne sais pas pourquoi je dis l'excellent podcast de Philippe Collin, tous les podcasts de Philippe Collin sont excellents, mais sur la plateforme France Inter, consacré justement à Simone de Beauvoir. Merci Emma, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. 21 juin, fête de la musique. On va faire de la musique. Mais bien sûr, vous allez voir. Génial. Grand oral, Nicolas Coutan. La tenue des élèves fait régulièrement la une de l'actualité. On l'a vu avec la question de l'uniforme. C'est aussi le cas sur deux terrains qui sont liés à la question de la politique, à savoir la morale et la religion. On parle de tout ça avec Nicolas Coutan, directeur adjoint du Musée national de l'éducation à Rouen, qui accueille cette super exposition S'habiller à l'école. S'habiller pour l'école. Pour l'école. Pourquoi je dis s'habiller à l'école depuis ce matin? Dingue, je ne sais même pas lire. Le niveau baisse. S'habiller pour l'école, pardon. Autre débat qui revient souvent dans l'actu, tout ce qui tourne autour de la décence. Alors on l'a vu cette année, il y a eu le crop top, on prend le temps de discuter de la pertinence de porter des claquettes avec des chaussettes. Il y a la baya, dont on se demande si c'est un costume religieux ou pas. Voilà, le vêtement, il est quand même habité et traversé par tous les débats de société. Oui, bien sûr, c'est un objet intime, comme on le disait au début, mais c'est aussi un objet social très fort. Alors sur les questions de décence, on voit très bien comment il y a une double injonction qui peut peser, notamment sur les jeunes filles. Un vêtement ni trop court, ni trop long, ça c'est quelque chose qui est exploré dans l'exposition et qui est bien présent dans le catalogue, notamment avec un article de Siam Gemri qui fait le point sur le sujet. L'exposition, pour ce qui concerne les questions liées à la laïcité, qui sont évidemment très vives, elle propose plutôt de porter un regard historique, c'est-à-dire de montrer comment la réglementation et comment le législateur ont évolué depuis la fin des années 80, avec l'affaire de Creil. Donc l'affaire de Creil, on va rappeler quand même, c'est 3 élèves, c'est ça, si je me souviens bien, ou 2 sœurs, oui. 2 qui arrivent voilées. Dans un lycée, ça fait tout un débat. Il y a des tribunes, notamment dans l'Obs, etc. Voilà, la laïcité est menacée et le ministère est saisi et par l'opinion quelque part, est sommé de légiférer. Alors il y a un arrêt du Conseil d'État, voilà, en 89, puis en 94 une circulaire du ministère de l'Éducation nationale et enfin en 2004 la loi qui régit encore aujourd'hui la situation avec une charte de la laïcité publiée en 2013 si ma mémoire est bonne. C'est intéressant de voir comment en moins de 30 ans, finalement, ce sujet émerge et évolue, alors qu'il est relativement absent, quasiment complètement absent d'ailleurs, dans la longue histoire du vêtement à l'école depuis le début du 19e siècle. En revanche, sur les questions de décence, par exemple, on voit, il en est d'ailleurs assez... Enfin, les règlements intérieurs mentionnent vaguement le fait qu'on doit s'habiller correctement, mais on ne vous explique pas combien il doit y avoir de centimètres au-dessus ou en dessous du nombril. Non, la grande affaire des règlements intérieurs, ça a longtemps été l'hygiène et la propreté. Voilà, argument qu'on utilise aussi d'ailleurs sur les signes religieux, parce que pour le foulard, si mes souvenirs sont bons, pendant tout un temps, on l'interdisait en disant c'est dangereux en cours de gym, c'est dangereux quand on fait des expériences en sciences physiques, parce que je sais pas quoi, avec le bec benzène, ça risque de brûler. On a beaucoup utilisé l'hygiène et la sécurité. Oui, ça traverse vraiment la question du rapport aux vêtements. Enfin, c'est plus que le vêtement, c'est le corps qui est en jeu à cet endroit-là. Mais cette question de décence, elle se retrouve aussi au début du XXe siècle, par exemple, pour les institutrices, auquel le Code Soleil, c'est-à-dire le livre des instituteurs. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien, des profs. Mais le Code Soleil, Monsieur Soleil, c'était pas le au début, j'ai longtemps cru que c'était le Code Soleil comme le soleil, l'astre, mais en fait c'était un inspecteur, si mes souvenirs sont bons. Les filles quand même, si je veux bien qu'on y reste 3 secondes, qui sont sous pression en fait dans l'expo, c'est ce que vous racontez un peu dans le catalogue, entre l'hypersexualisation, tu fais trop femme, ou au contraire, si elles ne s'habillent pas suffisamment, le garçon manqué. Mais finalement, on a l'impression qu'elles sont en permanence en tension.
Oui, c'est un enjeu qui concerne plus les filles que les garçons. C'est un enjeu qui aussi aujourd'hui est réactivé par la prise en compte heureuse d'ailleurs croissante de la lutte contre les LGBTI-phobies, qui pose aussi des questions tout à fait qui doivent être prises en compte sur les expressions de genre et la manière dont elles doivent être prise en compte. Depuis la circulaire de rentrée de 2021, c'est le cas. Mais le sujet du corps, de la décence et de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on peut montrer, il traverse la question du vêtement. Et ça montre bien que cette question du vêtement à l'école est loin d'être anodine. C'est un sujet assez crucial finalement. Et ça raconte plein d'histoires, 250 objets et documents patrimoniaux, mais aussi contemporains, des vêtements, des photographies de classe, des publicités, des affiches de cinéma, des archives, de la littérature, des reportages télévisés. C'est tout ce qu'on trouve pendant cette exposition. Vous avez rendez-vous au Munae pour s'habiller pour l'école et non pas à l'école. Et on retrouve Nicolas Coutan, le directeur adjoint du musée, juste après la récré. Maguessel, musique. 21 juin, la récré peut être en musique, si vous connaissez un petit peu. En musique. Oui, la musique. Voilà, j'avais prévu une petite entrée comme ça. Mais c'est surtout que je vous ai trouvé un super prof de musique, justement, qui met la pêche. Il s'appelle Tim Storm, il est chanteur et prof de musique au collège. Et même si on a démontré de nombreuses fois sur ce plateau que le cours de musique pouvait être fun et concernant pour les élèves, soyons honnêtes, c'est parfois un tout petit peu quand même le bazar en cours, notamment quand il s'agit de sortir la flûte. Qui n'est plus obligatoire depuis quelques années. C'est pas vrai. Mais si. Oh là 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 là. Bon, et ben là, je vous ai trouvé un prof qui joue du piano, qui joue de la guitare et qui accompagne ses élèves pour chanter. Son TikTok est rempli de moments privilégiés avec donc ses élèves. Ça fait plaisir à voir et à entendre. On écoute ? On écoute ? Ah bah oui. Allez. 1, 2, 3. L'amour brille sous les étoiles. Trop bien cette chanson. Voilà. Et là, cette chorale, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais, voilà, moi, je trouve ça bien sympa. ce que vous avez trouvé. Je voulais faire une petite spéciale dédicace à mon ancienne prof de musique du collège. Elle s'appelait Madame Le Bouc, qui n'en pouvait plus de notre classe et qui nous faisait faire des Même vous, des vocalises. amoureuse comme vous étiez du Non, chant, alors moi ça allait parce que elle m'aimait bien parce que Oui, vite fait. Mais, mais voilà, j'embrasse Madame Le Bouc qui était quand même exceptionnelle et qui a eu du courage avec notre classe. Ah ben moi je remercie Madame Le Bouc et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Scoot TV. La remercie parce que grâce à elle, on a de temps en temps des vocalises extraordinaires des mains dans cette émission. Merci. Merci. Grand oral, Nicolas Coutan. Nicolas Coutan, qui est historien d'art et directeur adjoint du musée de l'éducation à Rouen. Avec lui, on parle de cette exposition S'habiller pour l'école. Elle vient de commencer, elle va durer 10 mois, donc vous avez tout le temps pour aller la visiter. Je vous ai empêché d'en parler parce que je voulais qu'on prenne le temps, et pas juste avant la récré, qu'on prenne le temps d'en parler. C'est un sujet évidemment pour les professeurs. Le Code Soleil. Oui, bien sûr. C'était quoi le Code Soleil ? Alors, le Code Soleil, c'est un ouvrage qui s'intitule Le Livre des instituteurs, je crois, enfin le titre officiel est plus long, publié par le syndicat des instituteurs à partir de 1923. Il tient son nom de son auteur principal, Joseph Soleil. Voilà. Et le Code Soleil, il a longtemps comporté une partie sur la morale. Et dans cette partie sur la morale, on trouvait un passage sur le vêtement des institutrices, voilà, qui demandait aux institutrices... Qui devait être sobre, décente et élégante. J'ai révisé mon Code Soleil. Voilà, c'est ça. Tous les matins, je révise le Code Soleil, moi. Sobre, décente et élégante. Élégante plutôt parce que le Code Soleil leur attribue un rôle dans l'éducation au goût, notamment dans les zones rurales, et puis sobre parce qu'évidemment il ne faut pas trop se faire remarquer, et c'est la tenue noire de l'institutrice faiblement ornée qu'on retrouve dans bien des photographies du début du XXe siècle. En fait, c'est la double injonction qui pèse toujours sur le vêtement et le corps des femmes, et des filles et des femmes, trop court, pas assez court, etc. Oui. Dans un contexte de compétition
compétition avec l'Église, à l'époque encore, 1923, on n'est pas très longtemps après les lois de séparation de l'Église et de l'État. L'école républicaine s'est affermie, mais bon, il reste quand même, notamment dans les zones rurales, une vraie compétition avec l'autorité du curé. Donc il faut aussi que l'instit ressemble, les hussards noirs, c'est ça aussi, quoi. Il y a un côté, il faut montrer qu'on est sérieux, qu'on est moral, que c'est pas un lieu de perdition, l'école. Bien sûr, oui, il y a un rôle moral du vêtement là, dans cette situation-là qui est évident. Mais c'est intéressant de constater que le Code Soleil s'intéresse plus aux vêtements des femmes, des institutrices, qu'à celui des instituteurs. C'est vrai. Et aux mœurs des femmes, d'ailleurs. En particulier. Qui ont suggéré quasiment de rester célibataire. Au début, en tout cas. Il est en vigueur jusqu'en 90, le Code Soleil. C'est quand même 1940. Alors la partie sur la morale disparaît avant, oui. au courant des années 70. Mais, voilà. Mais c'était un manuel assez remarquable, au fond, aussi, sur ce que c'était que le métier d'enseignant. Vous parliez des collections textiles du Musée national de l'éducation. Vous avez aussi, et ça c'est génial, rendu compte du travail d'élèves dans le cadre de cette exposition. Oui, tout à fait. À qui vous avez passé commande d'un certain nombre de réalisations. Jusqu'en 1969, on apprenait même la couture à l'école, ai-je appris, dans votre catalogue. Oui, ça fait partie des travaux manuels. Alors jusqu'en 1969, mais encore aujourd'hui, dans les filières professionnelles. Alors, ça s'appelle plus couture, ça s'appelle plus travaux d'aiguille, mais les bacs pro, vêtements, métiers de la mode, etc., continuent d'exister. Il y a, depuis le début, je crois que le bac pro est créé au début des années 80 pour ces filières-là, donc c'est quelque chose qui n'est pas si ancien. 85, la création du bac pro, donc effectivement, ça doit... les premières promos sortent en 88 ou 89. Plus que l'uniforme, nous sommes passés à une uniformité des tenues scolaires, c'est ce que dit Aude Le Guenec dans le catalogue. Je reboucle avec la question du début, parce que l'uniformité, c'est aussi l'arrivée de la mode, c'est aussi l'école traversée, notamment le collège, par les cultures adolescentes, et ça c'est vraiment l'histoire des années 60-70, et qui continue bien sûr aujourd'hui. Oui, la question du look, la question de la construction des apparences, évidemment, elle est fondamentale. À partir du collège, certains sociologues de l'éducation disent même à partir du CM2, de la fin du primaire, et c'est toute la place de la mode, c'est la manière dont ces looks se construisent, avec des liens avec d'autres domaines, la musique par exemple, et c'est aussi la place de l'industrie dans cet univers qui est qu'il faut étudier, qu'il faut interroger. Et puis, en fonction du niveau, en fonction des milieux, une mode qu'on veut suivre ou une mode à laquelle on s'oppose, il y a une multitude de positions qui sont et dont on retrouve très bien d'ailleurs la trace dans les photographies prises dans les établissements scolaires. Enfin, il y a une histoire de la photographie qui permet de retracer, au même titre que les vêtements eux-mêmes, cette histoire du goût des enfants, des adolescents, et puis celui des adultes, celui de l'éducation, celui des enseignants, de l'institution scolaire, et la manière dont le vêtement des élèves est soumis au pas, aux injonctions des parents et des enseignants. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, comme historien d'art, à vous intéresser à tout ce patrimoine et à l'éducation? Vous y êtes arrivé, rentré comment? Alors moi, j'ai une petite tendresse pour le patrimoine textile de manière générale. D'accord. Voilà, et c'est comme ça qu'arrivé au Musée national de l'éducation, je me suis penché sur le sujet. Et ouais, forcément. Apprendre, et vous le dites d'ailleurs, c'est un sujet à la fois des plus politiques et des plus quotidiens. Enfin non, ça c'est moi qui le disais en début d'émission. Plus rarement un sujet pédagogique, apprendre par le vêtement, apprendre le vêtement. Oui, alors apprendre le vêtement, c'est la question des filières professionnelles. Parler, ouais. Voilà, c'est ça. Apprendre par le vêtement, ça c'est quelque chose qui est c'est une notion la notion de vêtement apprenant qui est en train d'émerger actuellement et qui est intéressante dans la mesure où... En un mot, c'est quoi le vêtement apprenant? Le vêtement apprenant, c'est par exemple ce qu'on peut apprendre par le vêtement en termes de manipulation, de motricité fine, de latéralisation, de prise de conscience de son corps, mais c'est aussi le vêtement qui peut être support de messages. On le voit très clairement sur certaines marques, des messages liés à l'éducation au développement durable, par exemple, qui émergent sur les t-shirts. Nicolas Coutan, merci. Vous restez avec nous. On va voyager, on va aller du côté de Madrid. On va parler de l'architecture. C'est un peu comme le vêtement. C'est des sujets qu'on interroge moins, le lien entre architecture et pédagogie. Et merci beaucoup. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, c'est ce voyage dans le temps ou dans l'espace à la découverte d'innovation pédagogique. Aujourd'hui, direction Madrid, la capitale espagnole, où une école à l'allure un peu particulière vient de voir le jour. Exactement, c'est la Reggio School, une école d'architecture très originale qui a vu le jour en 2022. Vous voyez les photos, c'est un cas d'école et elle a été imaginée par l'architecte Andrés Yaque en collaboration avec 500 élèves de 2 à 18 ans et leurs enseignants. Reggio School, une école de Reggio, c'est particulier, ça renvoie à une pédagogie singulière. Exactement. Alors, italienne. Et ce n'est pas exactement, ce n'est pas espagnol, mais italien. Voilà. C'est une pédagogie qui a été créée dans la ville de Reggio Emilia
en Italie. C'est Loris Malaguzzi, enseignant et pédagogue, qui est à l'initiative de cette pédagogie active dans les années 60. Pédagogie active, ça veut dire, pour le dire très vite, ambiance Montessori, Freinet, tout ça. Montessori, exactement. Voilà. Selon Malaguzzi, l'enfant est riche dans le sens où il est porteur de 100, le chiffre, 100 langages, langage mathématique, langage linguistique, corporel, artistique, et qu'il faut l'aider vraiment à développer ces langages dès le plus jeune âge. À la base, la pédagogie Reggio s'applique plutôt à l'enseignement pré-primaire, mais elle s'est développée dans de plus grandes classes ensuite. Et elle fait une grande place à la liberté et à l'art. Oui, et comme dans les autres pédagogies actives que l'on a déjà croisées, l'enseignant n'est pas là pour imposer ses activités à l'enfant, mais pour l'accompagner. Et les profs sont d'ailleurs auto-formés, à la fois par des pédagogues et par des artistes. On donne donc une grande importance à la liberté d'expression. Avec une grande différence, je crois, par rapport à Montessori, qui est la place des parents, non Oui, dans Reggio. exactement. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment une communauté éducative qui se crée avec les parents comme premiers éducateurs, mais aussi les enseignants et les enfants qui ont leur mot à dire. Ils travaillent ensemble à vraiment aider les élèves à explorer leur potentiel et leur identité dans un cadre collectif qui est sécurisant. Donc pas d'approche par discipline, français, maths ou espagnol, maths, physique, que sais-je, et beaucoup de champs libres pour l'exploration. Exactement, la pédagogie Reggio a vraiment une approche interdisciplinaire et fonctionne en pédagogie de projet. Il y a aussi une méthodologie qui est bien définie pour suivre les progrès des enfants, c'est l'observation et la documentation des démarches individuelles et collectives. Donc les enseignants ont des fiches d'observation tout simplement qu'ils remplissent et qui sont à la base de discussions individuelles plus tard ou collectives avec les enfants pour améliorer leurs apprentissages, les projets menés en commun ou encore l'aménagement des espaces. Voilà, ce que je disais, architecture et pédagogie, et l'espace est extrêmement important dans cette pédagogie Reggio, bien plus que dans d'autres formes pédagogiques. Oui. Alors Montessori, il y avait quand même tout le matériel, les meubles, l'espace dans la classe, etc. Mais en fait, on va en revenir du coup à cette belle école Reggio de Madrid. Dans la pédagogie Reggio, l'espace, c'est-à-dire la crèche ou la salle de classe, c'est vraiment considéré comme le troisième enseignant. Donc après les parents et les professeurs, c'est l'espace, le troisième enseignant. Donc c'est un endroit où l'enfant peut explorer, peut jouer, peut échanger avec les autres et faire des activités artistiques ou encore interagir avec son environnement naturel. Vous nous le faites visiter un petit peu, cet espace Reggio de Madrid ? Exactement. Donc il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte dans l'école de Madrid. Déjà, c'est un bâtiment dedans-dehors. Donc ça mêle vraiment la nature et les salles de classe. Il n'y a pas de mur à l'intérieur. Il y a de grandes fenêtres, vous voyez à l'écran, des portes transparentes, un jardin au rez-de-chaussée et des jardins, voire même presque des forêts avec de nombreuses espèces dans un genre de serre à l'étage. Les petites classes sont en bas. Et plus on monte dans les étages, plus les enfants sont âgés. Et au milieu des étages, il y a aussi une grande agora qui a été créée, très haute de plafond, pour vraiment inciter les enfants à se sentir libres de s'exprimer. Et les architectes ont aussi volontairement laissé les conduits et les tuyaux apparents. Un peu comme à Beaubourg. Et en fait, exactement, toujours dans l'idée de cette exploration pour amener les enfants à se questionner sur comment a été construit le bâtiment et ce qui... Sur quoi il et à se demander vraiment qu'est-ce qui passe dans quels sont les fluides qui traversent le bâtiment, voilà. L'énergie, s'interroger les questions de l'énergie, voilà, c'est vraiment dans une logique de durabilité. Donc d'ailleurs, l'architecte et son équipe ont fait une économie de presque 50% des matériaux par rapport à la moyenne des bâtiments construits, en faisant en sorte de construire de manière plus simple et avec une isolation thermique. Ce qui m'a échappé en regardant vos images, j'ai pas vu d'enfants, mais elle est ouverte l'école. Elle est ouverte depuis l'an dernier, depuis 2022. Elle accueille des enfants de 2 à 18 ans. Et la première fois qu'ils ont vu leur école, certains enfants ont dit, je cite, on dirait un robot construit dans du beurre. Mais depuis, apparemment, ils ont l'air quand même très heureux et c'est un environnement privilégié. Merci. Et ben voilà, si vous voyagez en Italie ou en Espagne maintenant, les écoles Reggio. Merci beaucoup, Marie, pour cette exploration. Merci aussi à Nicolas Coutan de nous avoir rendu visite, directeur adjoint du Musée national de l'éducation. C'est à Rouen pour cette exposition S'habiller pour l'école. Elle dure 10 mois. Je précise qu'il y a un catalogue édité par Réseau Canopé. Tout à fait. Puisque le musée d'ailleurs fait partie de Réseau Canopé. Il y a des formations des enseignants, notamment sur 2 sujets. Oui, vêtements et laïcité et vêtements et genre. Donc 2 formations qui seront dispensées sous format webinaire fin novembre, début décembre, avec Gabriel Richard pour le genre et Siam Gemri pour les questions liées à la laïcité. Génial. Donc webinaire veut dire que je ne suis même pas obligé d'aller à Rouen pour suivre la formation. Ça, vous pouvez suivre à distance. Voilà. Génial. Donc si vous êtes enseignante ou enseignant, vous pouvez vous inscrire. Et puis si on est enseignant, qu'on va emmener ses élèves, évidemment, il y a de la médiation, mais aussi tout un chacun. Oui, bien d'accord. Le musée est ouvert à tous les publics. Tout à fait. Eh ben, on peut s'y rendre pour cette grande exposition. Merci beaucoup, Nicolas Coutan, Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, à Laure Audemont pour la préparation de l'émission, Marine Plantec. En régie aujourd'hui, Laura Girard, assistée par Emma Frari. Pour le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. La réalisation est signée Raphaël Morel. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez, nous aussi, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.